Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour le récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Mais avant de commencer l'épisode, on voulait vous dire un grand merci. Vous êtes déjà près de 3700 à avoir soutenu notre campagne Riposte et ensemble, nous avons franchi la barre des 150 000 €. Mais la riposte n'est pas terminée, on a besoin de vous pour continuer à proposer une information libre, indépendante et populaire. Alors pour nous soutenir, rendez-vous sur campagne.lemediatv.fr et surtout n'oubliez pas, les dons sont défiscalisables. 100 € donnés ne vous coûteront en fait que 34 € après impôt. Et maintenant, place à l'épisode 77 du récap, c'est parti. Ça commence à faire du bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias. Depuis quelques jours, les appels au blocage de la France le 10 septembre 2025 se multiplient. Le slogan de ralliement, boycott, désobéissance et solidarité. À l'origine de ce mouvement, né en ligne, un collectif de citoyens baptisé Bloquons tout, mobilisation 10 septembre, qui se revendique indépendant des partis politiques et des syndicats. Très vite, l'appel s'est répandu sur les réseaux sociaux, des visuels ont été créés, des hashtags se sont diffusés et en plein été, l'idée d'une rentrée sous le signe de la colère populaire semble faire son chemin. Et en toile de fond, forcément, le spectre des Gilets jaunes qui refait surface 7 ans après ce grand mouvement qui a secoué le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Difficile de ne pas voir les ressemblances, un mouvement citoyen né en ligne qui cristallise les colères et pourrait bien rallumer la mèche d'une contestation massive, même énergie, même ton, même refus des structures traditionnelles au profit d'une logique plus horizontale et surtout une mobilisation qui s'organise en ligne à très grande vitesse. Cette fois, ce ne sont pas les prix des carburants qui mettent le feu aux poudres, c'est le plan d'austérité de François Bayrou pour 2026. Annoncé en plein cœur de l'été, le 15 juillet, pendant que tout le monde avait la tête à la plage, le Premier ministre a lâché la bombe en catimini. Année blanche, plus de 40 milliards d'euros de coupes budgétaires, suppression de jours fériés, coup de rabot sur les malades, les chômeurs, les précaires, et toujours la même rengaine, bosser plus pour gagner moins, pendant que les services publics s'effondrent et que les aides sociales fondent comme neige au soleil. On ne va pas vous refaire tout le détail ici, on en a déjà longuement parlé dans l'épisode du récap du lendemain et dans l'instant Porcher, notre émission Écho, mais ce qui est clair, c'est que pour beaucoup, ce plan austéritaire sonne comme la gifle de trop. Le gouvernement serre la vis aux classes moyennes et populaires pendant qu'il continue d'arroser les plus riches, la colère gronde et comme à l'époque des Gilets jaunes, elle pourrait bien ne pas rester en ligne. Surtout que depuis les annonces tonitruantes de Bayrou et malgré les cris d'effroi de l'opposition et des syndicats, le gouvernement a continué la surenchère. Plusieurs figures de la Macronie en ont profité pour ressortir des vieux serpents de mer, comme la fin des 35 heures. C'est le cas du député Mathieu Lefebvre ou de la porte-parole du gouvernement Sophie Primas. Allez-vous jusqu'à dire que ça a été un boulet, qu'on paie une forme de boulet pour l'économie française? Naturellement, c'est parti sur un dogme ou sur une idée qu'en travaillant moins, on allait créer plus d'emplois. Ça a fait exactement le contraire. On a rétréci l'activité, on a créé du chômage, on a créé une société dans laquelle on travaille beaucoup moins. Et en réalité, aujourd'hui, on paye, à mon avis, cette décision des 35 heures. Ceux, en fait, qui travaillent ne travaillent pas assez, en moyenne, bien sûr, je parle en moyenne de tout cela. Les salariés du privé? Les salariés du privé, les salariés du public. Il y a une différence en moyenne de 100 heures par rapport à l'Allemagne et nous demandons un effort de 0,5% du temps de travail. C'est un effort, je le reconnais. Et qui ne sera pas valorisé, c'est-à-dire qu'on va travailler exactement, qui ne sera pas valorisé, gratuitement, mais qui permettra de participer à l'effort collectif puisqu'en créant de la valeur, on espère créer entre 0,25 et 0,5 de valeur ça veut dire sur la croissance. En chiffres, ça donne quoi? En 4 milliards à peu près, et ça permettra de nourrir la croissance française et donc d'avoir des recettes fiscales. Parmi les autres idées brillantes qui émergent du parti présidentiel, on peut citer celle de Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, une fidèle du parti Horizon d'Édouard Philippe. Son obsession du moment, les arrêts maladie. Selon elle, si leur nombre explose depuis 2019,
Ce n'est pas à cause de la casse du système de santé ni de la précarité qui gangrène le monde du travail. Non, pour elle, c'est à cause des fraudeurs classiques. Oubliez les hôpitaux à bout de souffle, les soignants en sous-effectif, les burn-out, les conditions de travail intenables. Non, tout ça, c'est secondaire. La priorité, traquer les abus, comme si les malades étaient devenus le problème et pas le symptôme d'un système en train de s'effondrer. Est-ce que vous reprenez parmi les propositions l'idée aussi d'avoir des congés maladie renouvelables, mais qui ne soient pas longs d'entrée de jeu? C'est-à-dire l'idée que ce soit des congés maladie, par exemple, limités à 15 jours pour ceux prescrits en ville, 1 mois en cas d'hospitalisation, ce qui ne veut pas dire qu'au bout de 15 jours, on est obligé de rentrer au boulot, mais ça veut dire qu'il faut revoir un médecin pour qu'il soit renouvelé. Apolline de Malherbe, nous avons 6% d'augmentation du nombre d'arrêts maladie par an chaque année depuis 2019. Quand je compare janvier-avril 24, janvier-avril 25, plus 6,7% d'arrêts maladie. Oui, nous avons un sujet d'arrêt maladie. Oui, nous avons des sujets de fraude à l'arrêt maladie. C'est la raison pour laquelle, depuis le 1er juillet, les arrêts maladie sont faits sur des documents infalsifiables, premier élément. Lutter contre la fraude dans un système fondé sur la solidarité intergénérationnelle comme la nôtre, c'est de la trahison. Et donc, il faut lutter contre ça. En plus d'une limitation à 15 jours pour le premier arrêt maladie, Vautrin a aussi évoqué l'idée de doubler le délai de carence au début d'un arrêt durant lequel l'assurance maladie ne verse pas d'indemnisation aux salariés. Aujourd'hui, quand vous tombez malade, l'assurance maladie commence à vous indemniser à partir du 4e jour. Avant ça, vous n'êtes pas payé, sauf si votre employeur vous couvre, ce qui dépend de votre contrat, de votre ancienneté ou de la convention collective. Mais avec cette réforme, ce délai passerait à 6 jours. Concrètement, l'assurance maladie ne vous verserait rien avant le 7e jour. Entre le 4e et le 6e jour, Catherine Vautrin évoque une prise en charge par les entreprises, sans en préciser ni les modalités, ni les obligations. Bienvenue dans la Startup Nation de la santé, moins tu vas bien, plus ça te coûte. Cette idée a le mérite de braquer tous les partenaires sociaux. Les syndicats craignent que les travailleurs ne soient pas indemnisés pour ces jours supplémentaires de carence et les patrons râlent de ces possibles coûts supplémentaires. On écoute Marie-Lise Léon de la CFDT. Être malade, c'est pas un choix. On ne se met pas en arrêt maladie parce qu'on a envie de faire autre chose. Donc c'est ça qui est profondément injuste. Et aujourd'hui, ça a été très bien dit, il y a une couverture conventionnelle qui permet, dans de bonnes conditions, de s'arrêter pour pouvoir reprendre aussi plus vite et se soigner correctement. Et qu'aujourd'hui, alors, ce qui est aujourd'hui sur la table, c'est transférer l'indemnisation entre le 4e et le 7e jour à la charge des entreprises. Et ils vont aussi demander un effort aux salariés. Et il est très probable qu'ils nous sortent du chapeau ce qu'on appelle un jour de carence d'ordre public, c'est-à-dire qu'il ne serait pas du tout pris en charge et qui serait donc une pénalisation des salariés dès le 1er jour. Face à ces agressions multiples, le ras-le-bol des Français monte comme une cocotte minute oubliée sur le feu. Chaque annonce, chaque réforme, chaque mépris, c'est un tour de vis de plus sur la soupape. Et à ce rythme-là, faut pas s'étonner si ça finit par exploser. Interrogé par le Parisien, l'un des initiateurs du mouvement du 10 septembre, un salarié d'Enedis, résume bien l'état d'esprit. On n'est lié à aucun parti, aucun syndicat, aucune étiquette. Ce que l'on exprime, c'est le ras-le-bol général. Si des gens de tous horizons s'y retrouvent, c'est parce que ces attaques visent tout le monde. Et il insiste, ce n'est pas une manif de plus, c'est un vrai blocage qu'on prépare. Sauf que ce mouvement citoyen, au stade encore embryonnaire, n'a pas manqué de taper dans l'œil des partis. Très rapidement, ce mouvement a été repéré par l'extrême droite, provoquant la méfiance d'une partie des internautes. La journaliste Myriam Palomba, proche de Florian Philippot et connue pour relayer les thèses complotistes, ou encore le polémiste Jean Messia, ancien porte-parole de Reconquête, ont notamment relayé les appels ainsi que certains comptes influents de la fachosphère. La gauche institutionnelle est un peu plus timide et semble craindre le flou idéologique. Pour l'instant, l'appel a été peu relayé par ces sphères, si ce n'est par des figures militantes comme l'autrice féministe Rose Lamy. Sur son compte Instagram, elle plaide pour se défaire des logiques militantes paternalistes.
Pour elle, ces moments d'embrasement ne se décident pas et ne se présentent surtout pas tous les 4 matins. Il faut donc s'en saisir plutôt que de les regarder avec dédain. Du côté des syndicats, la prudence est aussi de mise. S'ils reconnaissent une colère bien réelle, ils prêchent assez logiquement pour leur paroisse et insistent sur la nécessité d'un cadre structuré pour transformer cette colère en rapport de force. Pour autant, les grandes centrales ne ferment pas la porte à une rentrée sociale musclée. Dès le lendemain des annonces de Bayrou, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, appelait à une mobilisation large de tous les travailleurs et toutes les travailleuses choqués par ces mesures. Marie-Lise Léon de la CFDT n'exclut pas la mobilisation. Même ton du côté de Solidaire qui appelle à construire des mobilisations capables de nous faire gagner, je cite. Ces débats de fond ne sont encore une fois pas sans rappeler ceux qui ont émaillé le début des Gilets jaunes. En 2019, nous recevions sur notre plateau Marion Beauvalet, doctorante en théorie des organisations, qui revenait sur la genèse du mouvement et son traitement médiatique. On le regarde. Ce qu'on voyait, en fait, c'est pendant toute la durée du mouvement une sorte de construction. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'au départ, le mouvement des Gilets jaunes, à la veille de l'acte 1 qui était le 17 novembre 2018, personne n'y croyait. Tout le monde pensait que ça allait être un mouvement en quelque sorte mort-né. Donc il y avait finalement assez peu d'attention de la part de la presse, si ce n'est pour dire que ça n'allait pas fonctionner. Et c'est vraiment donc au lendemain du 17 novembre que tout le monde s'est réveillé en voyant qu'il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes qui s'étaient réunies partout en France, sur les ronds-points, à Paris, Porte-Maillot, puis sur les champs l'après-midi du 17 novembre. Et à partir de là, l'enjeu pour la presse, ça a été de décrédibiliser ce mouvement. Alors, pour ce faire, il y a eu plusieurs moyens. Tout d'abord, et ça, il y a toute une partie de la classe politique qui se rangeait derrière ça, c'était de dire que finalement, une partie des gens qui participaient à ce mouvement étaient peut-être des gens un peu d'extrême droite, etc. Et c'est de faire une sociologie finalement qui n'avait aucun sens d'un mouvement à peine né. Et ensuite, quand les gens se sont rendus compte que le mouvement prenait de l'ampleur, en fait, tout a été bon pour discréditer ce mouvement. Donc, finalement, faire référence à des points à se focaliser sur la violence du mouvement, ou sinon à se focaliser sur des éléments un peu marginaux du mouvement. À l'époque des Gilets jaunes, les plateaux de télé se sont transformés en ring. Pendant des mois, une partie des médias mainstream a mené une véritable guerre de l'image, dénigrement en boucle, raccourcis grossiers, clichés méprisants sur la France des ronds-points et parfois carrément des fake news relayées sans vérification. Entre mépris de classe assumé et obsession sécuritaire, le mouvement des Gilets jaunes a été présenté comme incohérent, irrationnel, voire dangereux, oubliant volontairement les revendications sociales, fiscales, démocratiques qui s'y exprimaient. La télé a donné la parole à des experts en tout genre, mais rarement à celles et ceux qui étaient dans la rue. Et quand elle l'a fait, c'était souvent pour les caricaturer et les dénigrer. Cette stratégie de décrédibilisation a laissé des traces. Aujourd'hui encore, elle alimente une méfiance massive envers les médias traditionnels, surtout quand un nouveau mouvement populaire émerge. Je vous propose de regarder cette archive de 2019 à une époque où Antoine Léaumont n'était pas encore député mais responsable numérique de la France Insoumise. Il faisait face à un parterre d'éditorialistes sur BFM. On écoute. Je pense qu'on peut quand même pas considérer qu'il y a que des gentils gilets jaunes qui, tous les samedis, défilent comme des bisounours et qu'il n'y a pas de violence. Moi, j'aimerais revenir sur le profil de ces gilets jaunes, puisqu'on continue à en rencontrer dans les débats que nous faisons. C'est des personnes qui sont émotionnellement, quand même, c'est un peu sur la corde de raide, hein. Elles sont agressives. Des personnages qui laissent libre cours pêle-mêle à la bêtise, à l'intolérance, à l'ignorance, à tout ce qu'on veut. L'acteur François Berléand, qui ce week-end, ça a fait beaucoup de bruit, hein, il a dit, il commence à me faire... pardon pour le mot, mais à me faire chier, les gilets jaunes, pardon pour l'expression, je ne vais pas dire ça à la télévision, mais... J'aimerais bien savoir combien il est payé, ce monsieur. Voilà. Non mais d'accord, mais moi aussi ça commence à me faire chier que les gens n'aient pas des salaires décents quand ils travaillent. Voilà ce qui me fait chier, moi, à la fin du mois. C'est pour ça que je me bats. C'est pour faire en sorte que les gens puissent vivre dignement quand ils travaillent. Voilà ce qui, moi, me fait chier. Et ce monsieur, j'aimerais bien qu'il se rende compte de ce que c'est d'essayer de finir le mois quand on a un salaire qui est... Attendez, laissez-moi finir. Quand on a un salaire qui est inférieur, quand on a un salaire qui est inférieur au seuil de pauvreté et qu'on doit faire vivre toute une famille. Dites-moi comment c'est... Moi, j'ai rencontré une dame dans une manifestation. Elle me disait, j'ai le RSA et j'ai 3 enfants à charge encore. Comment on fait? Expliquez-moi comment concrètement vous faites.
Personne ne sait. 7 ans après les Gilets jaunes, une nouvelle étincelle pourrait bien rallumer l'incendie. Mais cette fois, le contexte est encore plus explosif. Macron n'a plus de majorité absolue, son gouvernement est fragilisé et le moindre mouvement d'ampleur pourrait bien faire vaciller l'équilibre déjà très instable du régime. Si le 10 septembre est massif, il pourrait ouvrir une brèche historique dans le rapport de force. En 2018, face aux Gilets jaunes, le pouvoir avait encore une majorité à l'Assemblée et une machine répressive qui tournait à plein régime. Mutilation, garde à vue de masse, criminalisation des manifestants, tout y est passé. Malgré tout, le mouvement a courageusement tenu pendant des mois. Aujourd'hui, la Macronie n'a plus la même stabilité, le pouvoir est bien plus fragile. Une mobilisation d'ampleur pourrait non seulement remettre la question sociale au centre, mais aussi provoquer des secousses que le gouvernement aurait bien de mal à contenir. Les Gilets jaunes ont déjà montré que créer un espace autonome hors contrôle du pouvoir peut faire trembler le gouvernement. Aujourd'hui, ce même esprit renaît avec des actions concrètes, boycott dans les grandes enseignes, désobéissance civile, blocage ciblé, soutien mutuel dans les quartiers, caisse de grève ou encore solidarité entre secteurs impactés. Bien sûr, certains dénoncent un mouvement trop flou, pas assez cadré idéologiquement et parfois avec des relais douteux. Alors c'est vrai, mais la vraie question est ailleurs. Face à un pouvoir qui ne cède que sous la pression massive, faut-il rester passif? Un mouvement ne se juge pas à ses débuts, ni à ceux qui tentent de le récupérer. Il se juge à ce qu'il fait, à ce qu'il vise et à ce qu'il transforme. Et si l'extrême droite a trop d'autour, alors justement, c'est une raison de plus de ne pas lui laisser le terrain libre pour occuper l'espace, le tirer vers le haut et imposer d'autres repères. Depuis 2018, beaucoup ont reconnu que les Gilets jaunes portaient des revendications justes et qu'un mouvement similaire serait à nouveau nécessaire. Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle dynamique commence à se dessiner, rester à l'écart ne ferait que laisser le terrain libre à ceux qui cherchent à la détourner. Ce mouvement, malgré ses défis et ses ambiguïtés, porte une force et un espoir réel. Le 10 septembre, ce ne sera peut-être pas le grand soir, mais ce pourrait être le début de quelque chose et c'est ensemble, par la détermination et l'organisation, que nous pourrons faire bouger les lignes. Quand le vent tourne, même les puissants vacillent. On continue avec l'actualité internationale. À Gaza, 30 Palestiniens, dont 12 enfants, ont été tués dans des frappes israéliennes cette nuit. 30 Gazaouis sont morts, dont 12 enfants, dans des frappes israéliennes menées sur le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de Gaza cette nuit. Dans le reste de l'enclave, la famine sévit encore. Quelques camions sont arrivés, mais l'aide reste trop insuffisante selon le Croissant Rouge palestinien. La crise humanitaire dans l'enclave palestinienne a atteint un tournant alarmant et mortel, a prévenu l'organisme international de surveillance de la faim dans le monde. Le pire scénario de famine est en cours à Gaza. Plus de 20 000 enfants ont été traités contre la malnutrition aiguë entre avril et mi-juillet. Nous avons été témoins d'un nombre sans précédent de meurtres de civils, d'une famine délibérée, de déplacements forcés massifs et de la destruction totale de la plupart des infrastructures nécessaires à l'existence humaine et sociale. Pendant ce temps, la majorité des membres du bateau humanitaire Andala sont encore emprisonnés en Israël. Leurs cellules n'auraient pas d'accès à l'air, pas de sanitaire et pas de produits d'hygiène pour femmes. On passe à la France. Un nouvel incendie s'est déclaré hier près de Marseille, au Pen Mirabeau. Un incendie s'est à nouveau déclenché hier en fin d'après-midi près de Marseille, au Pen Mirabeau. Les habitants ont été confinés, 2 autoroutes ont été coupées et les vols vers l'aéroport suspendus un peu plus d'1 heure. Le feu, parti d'un magasin de caravanes, a été stabilisé mais reste sous surveillance. Le département est en vigilance orange danger feu. Au total, ce sont 400 pompiers qui ont été mobilisés, ainsi que 4 avions Canadair et 2 hélicoptères bombardiers d'eau. Et pour finir, un peu de drama en politique, Michel Barnier a été investi par LR pour la législative partielle à Paris, mais Rachida Dati n'a pas dit son dernier mot. La Commission nationale d'investiture des Républicains a officialisé hier que Michel Barnier était le candidat investi pour l'élection législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale. Très déterminé, très humble. Il s'agit d'élire un nouveau député en septembre et donc j'ai fait le choix d'être candidat à cette élection. On est très heureux de pouvoir se lancer dans cette campagne pour gagner une nouvelle élection partielle. La ministre de la Culture Rachida Dati a fustigé le parachutage de l'ancien Premier ministre et a annoncé être candidate quoi qu'il arrive. Valérie Pécresse
espère encore pouvoir mettre tout le monde d'accord. Et je pense qu'il faut qu'on aille négocier très très vite avec Rachida Dati un accord gagnant-gagnant, législatif contre municipal à Paris. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas, les milliardaires financent la haine. Le média lance sa riposte, une campagne de financement citoyenne pour riposter donc sur les réseaux sociaux et la TNT francilienne. Alors parlez-en autour de vous et rejoignez la lutte si vous le pouvez sur campagne.lemediatv.fr et abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.